Le texte que vous m'avez demandé de traiter aujourd'hui est un poème extrait de Cendres et poussière, un recueil publié en 1902 par Renée Vivien, poème intitulé Désir. Renée Vivien est une poétesse de la Belle Époque qui a une vie relativement sulfureuse, notamment parce qu'elle est connue pour ses nombreuses relations homosexuelles, ce qui va lui valoir son surnom de Sappho moderne. Ici, nous avons un texte qui est intitulé Désir, dans lequel va nous être décrite une relation sexuelle entre deux femmes. Je passe ainsi à la lecture du texte. Elle est lasse, après tant d'épuisantes luxures. Le parfum émané de ses membres meurtris est plein du souvenir des lentes meurtrissures. La débauche a creusé ses yeux bleus assombris. Et la fièvre des nuits, avidement rêvée, rend plus pâles encore ses pâles cheveux blonds. Ses attitudes ont des langueurs énervées, mais voici que l'amante aux cruels ongles longs soudain la ressaisit et l'étreint et l'embrasse, d'une ardeur si sauvage et si douce à la fois, que le beau corps brisé s'offre, en demandant grâce, dans un râle d'amour, de désir et d'effroi. Nous le voyons, dans ce texte, va se mêler d'une part le champ lexical de l'amour, ce qui est logique puisque c'est la description d'une relation sexuelle, mais aussi celui de la mort qui semblerait moins à sa place. Cependant, cet acte sexuel allant jusqu'à son terme, jusqu'à l'orgasme, et l'orgasme étant étymologiquement une petite mort, nous voyons bien le lien explicite qu'il y a entre ces deux champs lexicaux a priori antithétiques. Ce qui nous permettra ainsi d'étudier ce texte en suivant la problématique suivante: dans quelle mesure la passion amoureuse relève-t-elle d'une petite mort? Pour étudier ce texte, je découperai le poème en 3 parties. Une première du vers 1 à 7, dans lequel nous aurons la description du repos après l'amour, puis la description d'une relation sexuelle renouvelée du vers 8 à 16, et enfin du vers 17 à la fin, où nous aurons les marques finales et paradoxales de l'amour. Je passe ainsi aux commentaires. Le poème s'ouvre sur un vers qui est coupé en termes de versification de manière inhabituelle. Elle est lasse, après tant d'épuisantes luxures. À travers cette césure inhabituelle, va se modéliser la cyclicité entre un temps bref et un temps long, cyclicité qui est appelée par l'adverbe de temps après. On voit que ce début de texte est marqué par la fatigue, avec lasse et épuisante, fatigue qui est consécutive à la luxure, c'est-à-dire à la passion amoureuse, à la relation sexuelle. Cette fatigue est d'autant plus intensifiée par l'adverbe temps que par le pluriel épuisante, luxure. Ici, il s'agira donc de décrire le repos d'une amante après l'acte sexuel qui va se définir par un parfum et par les yeux assombris. Il est intéressant de noter le polyptote entre meurtri et meurtrissure rimant avec luxure, ce qui va montrer aussi la violence de ces ébats. Il s'agit d'une relation sexuelle intense qui va s'assortir d'un certain nombre de blessures, mais des blessures consenties et des blessures agréables paradoxalement. Ainsi va se creuser le paradoxe entre, d'une part, le champ lexical de l'amour, avec luxure, parfum, débauche, et le champ lexical de la violence, avec meurtri, meurtrissure, et creusé, éventuellement assombri. La description se poursuit à la strophe suivante, avec l'apparition du groupe nominal « la fièvre des nuits ». Là va se montrer un élément intéressant du texte, qui est le jeu entre le sens propre et le sens figuré, puisque fièvre désigne au sens propre l'idée de maladie, qui irait du coup avec le champ lexical de la mort, mais aussi au sens figuré l'amour. Cela étant confirmé par le complément du nom des nuits. La fièvre des nuits désignerait ainsi les fantasmes qui sont révélés avec l'adjectif modalisé au superlatif absolu, avidement rêvé. Par la suite, la notion de cyclicité va être rappelée par la répétition de pâle, rend plus pâles encore ses pâles cheveux blonds. L'adjectif étant ici antéposé dans sa deuxième itération, ce qui va insister sur son aspect subjectif, mais qui désignerait éventuellement l'aspect cadavérique possible de ce repos, peut-être définitif. Les systèmes antithétiques et paradoxaux vont se réduire dans le vers numéro 8 à une oxymore avec l'idée de langueurs énervées, puisque les langueurs appartiennent au champ lexical de l'amour et énervées au champ lexical de la mort, toujours si l'on prend au sens propre, puisque énervé, c'est du coup duquel on aurait retiré les nerfs. Ainsi, ce repos bien mérité appelle déjà sa suite
comme le laisse supposer d'une part les champs lexicaux, mais d'autre part la versification. Et c'est ainsi que je passe à ma deuxième partie. Nous avons l'apparition de l'amante, on peut noter l'antonomase visible à travers l'usage de la majuscule. Il est intéressant de noter que ni l'une ni l'autre n'est identifiée. Nous avons elle, qui est relativement indéfinie, et l'amante, elle aussi indéfinie. Cette amante est définie par métonymie aux cruels ongles longs, et là encore, à travers cette métonymie, on appuie sur cette espèce de dissolution de la personnalité dans l'acte amoureux. Par ailleurs, cette épithète quasi-homérique utilise toujours le sens propre et le sens figuré avec l'adjectif cruel, puisque évidemment il désigne les actes de cruauté convoqués par meurtri et meurtrissure, mais il convoque aussi l'idée de sang versé au sens propre, puisque cruel vient de cruor, le sang versé violemment. Nous avons toujours l'idée de cyclicité que l'on va voir avec le préfixe itératif re et avec la gradation en polysyndète, la ressaisie et l'étreint et l'embrasse. Il est intéressant de noter que ici le verbe embrasser pourrait être mis en abîme avec le système de rime, mais ça n'est pas le cas. Donc on aurait toujours cette espèce d'antithèse entre ce que l'on dit et ce qui se passe pour de vrai. Le champ lexical du feu, convoqué avec fièvre et de la chaleur, est renouvelé avec ardeur, cette ardeur étant ici paradoxale avec les adjectifs antithétiques sauvage et douce, eux-mêmes modalisés au superlatif absolu. Nous avons le paradoxe qui va se continuer avec s'offrir en demandant grâce. On note là encore le même phénomène que dans la première partie. Embrasse et grâce sont mis à la rime alors même qu'ils appartiennent à deux champs lexicaux différents. Embrasser, champ lexical de l'amour, grâce, champ lexical de la mort. Et ce paradoxe va se redoubler par deux oxymores, le beau corps brisé et le râle d'amour. Brisé et râle appartiennent au champ lexical de la mort, beau et amour au champ lexical de l'amour. Ici nous retrouvons un chiasme qui va se redoubler avec l'énumération, le râle d'amour, de désir et d'effroi, puisque amour et désir relèvent du champ lexical de l'amour, et râle et effroi relèvent du champ lexical de la mort. On a donc une interpénétration, c'est le cas de le dire, des champs lexicaux qui vont se mêler de manière paradoxale. Nous arrivons à la strophe 4 dans laquelle va être décrit le moment de l'orgasme, moment qui monte et qui va reposer sur un excès de volupté, comme on le voit avec l'adverbe trop. Ici, les champs lexicaux continuent d'être liés les uns aux autres, et cette fois-ci par le biais d'une comparaison, comme on le voit avec comme. Elle hurle comme on hurle au moment d'agonie, l'agonie désignant la mort. Ici, il est intéressant de noter la métonymie, ce n'est pas l'amante, ni celle qui est aimée qui hurle, mais c'est le sanglot. On a toujours cette dissolution de la personnalité. L'immense surdité appuie sur la cruauté, convoquée par l'adjectif cruel. Je passe ainsi à la dernière partie. Nous avons toujours cet effet de cyclicité que nous avons avec l'adverbe temporel « puis ». À l'immense surdité succède l'atroce silence. On passe de quelque chose d'interne à quelque chose d'externe. Et cette fois-ci, dans ce dernier quatrain, nous aurons uniquement du champ lexical de la mort avec horreur, étouffement, morte, blêmir, sinistre. On retrouve toujours le jeu sur les sens propres et figurés, puisque le brusque étouffement de la voix plaintive se voit confirmé par la marque sinistre des doigts. Il y a donc bel et bien eu étranglement au cours de l'acte sexuel. Nous avons toujours les jeux de comparaison avec l'outil comparatif pareil à, mais nous avons une nouvelle figure de style qui apparaît, l'hypallage, puisque mort devrait normalement s'appliquer à la menthe et verte à la tige. On a donc du coup une confusion généralisée des adjectifs. Ces marques de l'amour deviennent donc des marques paradoxales de la mort. Dans quelle mesure la passion amoureuse relève-t-elle d'une petite mort ? Nous avons vu tout d'abord que la passion, définie comme amour et souffrance simultanée, allait être représentée dans le texte par les deux champs lexicaux qui s'opposent et s'entremêlent à travers tout le texte. Ici, il s'agit de bien voir qu'il y a une représentation par le texte de la réalité qu'il décrit qui aboutirait en quelque sorte à une mise en abîme par le biais de cette hypotypose, cette description d'une relation sexuelle sauvage et douce à la fois, le paradoxe et les oxymores innervant tout le texte.
Deuxième élément, nous aurions la dissolution générale de l'individu dans l'acte amoureux. Cette dissolution étant représentée par les différents hypalages qui émaillent le texte et qui vont resémantiser l'orgasme sexuel comme petite mort, puisque dans tout le texte, nous avons un jeu permanent sur l'essence propre et l'essence figurée qui viennent ici affirmer le sens originel, étymologique de l'orgasme. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter des expansions du nom dans la 4e strophe. Les expansions du nom sont l'ensemble des éléments syntaxiques qui complètent un nom en lui donnant un certain nombre d'informations supplémentaires. Nous en avons 3 catégories qui sont toutes les 3 représentées ici et qui constitueront mon plan. La première catégorie sera celle des propositions subordonnées relatives. Nous en avons une ici au premier vers de la strophe qui monte avec monotonie. Ici, il s'agit bel et bien d'une proposition subordonnée relative, puisqu'elle est introduite par un pronom relatif qui, et elle complète le nom antécédent sanglot. Nous sommes donc bien dans le cadre d'une expansion du nom. Je passe maintenant à la deuxième catégorie, qui est constituée des adjectifs. Nous en avons un au vers 4 de la strophe, immense, qui est un adjectif qualificatif qui complète surdité en occupant la fonction d'épithète, anciennement épithète liée. Nous pourrions aussi nous attarder sur le cas du participe présent s'exaspérant au vers 2 de la strophe, puisque les participes présents peuvent transformer un verbe en un adjectif. En l'occurrence, ici, il s'agirait d'un adjectif verbal qui compléterait sanglot en occupant la fonction d'apposition. Cependant, on peut voir que exaspérer a ici un complément d'objet, s'exaspérer de volupté, ce qui lui confère une valeur verbale et qui donc lui retire son statut d'adjectif. Enfin, la troisième catégorie sera constituée des compléments du nom qui sont définis comme suit. Ce sont des noms qui complètent d'autres noms par le biais de prépositions. Nous en avons 2 dans notre strophe, une au vers 3, d'agonie qui complète moment. Le nom agonie va qualifier d'une information supplémentaire le mot moment par l'intermédiaire de la préposition de. Deuxième cas beaucoup plus intéressant, il est au vers 4, sans espoir d'attendrir. Nous sommes bien dans le cadre d'un complément du nom, même s'il s'agit ici d'un verbe, puisque le verbe attendrir, étant ici à la forme infinitive, occupe bel et bien une fonction nominale, et étant relié par le biais de la préposition de à espoir, eh bien, il faudra considérer qu'il s'agit bel et bien d'un complément du nom.